Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et malheureusement, ces conséquences sont parfois et souvent même dramatiques. Sur les 5 premiers mois de l'année 2025, 1154 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine. C'est 52 de moins que les 5 premiers mois de 2024. Certes, c'est 72 de moins que les 5 premiers mois de 2029, mais c'est une hausse de 14% de la mortalité au mois de mai sur les routes de France métropolitaine par rapport au mois de mai dernier. 276 personnes, rien qu'au mois de mai. Vous vous rendez compte? 276 personnes. Alors on va se poser une question. Comment faire pour réduire cette mortalité routière? Faut-il augmenter les contrôles? On en parle avec notre invité. Yves Cara, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à toutes et à tous. Et même bonsoir, plutôt porte-parole de du Mobilité Club France. Comment vous l'expliquez, cette hausse sur le mois de mai de la mortalité routière? Ce qui est terrible, justement, nous on l'observe bien sûr sur la sécurité routière depuis des années, c'est que quand ça baisse beaucoup ou quand ça monte beaucoup, il n'y a pas une cause en particulier. Ça peut être par exemple un mois de mai, ça peut être des ponts qui font que des jours fériés qui font qu'il y a beaucoup de ponts, et puis il y a une météo qui est peut-être un petit peu plus mauvaise, donc une route un peu plus glissante. Donc c'est multifactoriel et malheureusement il n'y a pas un ou deux facteurs sur lesquels on est sûr de pouvoir agir et qui ferait baisser la sécurité routière de façon permanente, parce que c'est ça en fait, c'est jamais gagné la sécurité routière. Quand il y a un mois qui baisse, on se dit c'est génial, c'est à la baisse, non, le mois d'après ça peut remonter. C'est jamais gagné, c'est un combat constant. Un combat constant. Anthony Martin-Smith? J'ai pas vraiment de solution miracle, mais oui, il faudrait qu'on ait plus de contrôle. Et puis, en fait, ce que je trouve édifiant, les chiffres que vous avez rappelés, mais je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que ce ne sont pas des chiffres, ce sont des individus. Mais oui. Et quand on énumère ces chiffres, on a tellement l'habitude de les banaliser dans nos informations. 1154, 276 de plus, etc. On déshumanise le fond du problème. On a affaire à des êtres vivants, à des êtres humains, des enfants, pour beaucoup. Et moi, ça me touche très personnellement parce que j'ai perdu une amie comme ça qui était enceinte. Et donc... si vous voulez, c'est un drame qui détruit évidemment la vie des victimes, mais aussi et surtout de ceux qui restent. Donc, moi, j'aurais à chaque fois quand on énumère ces chiffres, qu'on pense à ce qu'il y a derrière. Et éventuellement à des solutions. Il se trouve aussi quand on conduit, Yves Cara, qu'on se rend compte qu'on a de moins en moins de contrôle. En revanche, on a beaucoup plus de radars. Est-ce que c'est pas un effet aussi de l'automatisation des contrôles de vitesse et du fait que finalement vous avez plus la peur du gendarme? Oui, peut-être, mais je voudrais revenir sur le témoignage qui a été fait. C'est vrai qu'il y a bien sûr ceux qui partent, mais il y a ceux qui restent. Et ce qu'on aimerait bien aussi, ce qu'il faudrait absolument, on le demande à Mobilité Club France bien évidemment, c'est qu'il y a un vrai accompagnement des personnes qui restent, parce que c'est un vrai choc quand la personne part le matin travailler et qu'elle revient pas le soir. Donc il y a un vrai accompagnement psychologique à mettre en place de façon beaucoup plus systématique. Et puis de ceux aussi qui en sortent. Moi j'ai une de mes cousines, je vais pas vous raconter toute ma vie non plus, mais qui a eu un accident très grave, qui aurait pu vraiment y rester. Je l'embrasse très fort, mais elle a, elle aussi, comment se reconstruire après ce genre d'accident. La voiture est une arme par destination, volontaire ou involontaire, mais il faut quand même penser qu'on a un engin entre les mains qui peut causer la mort. Et donc on doit davantage responsabiliser les conducteurs et peut-être revenir sur cette pénalisation qui faisait débat et qui n'est toujours pas légiférée. Oui, c'est-à-dire Pardon, allez-y monsieur. Non, allez-y, je vous en prie, terminez. Non, mais sur l'idée que quand vous donnez la mort avec votre véhicule... Sur l'homicide routier. Exactement, sur l'homicide routier, que vous puissiez être pénalisé, mais au sens du code pénal, et avoir une condamnation qui soit à la hauteur du drame que vous avez produit. Quand vous prenez votre volant, avec ou sans l'emprise de stupéfiants, eh bien, que vous puissiez... être condamné à la hauteur du drame que vous avez produit. Je sais pas. Même s'il est involontaire. Yves Cara. Oui. Le mieux, c'est quand même éviter l'accident, parce que bien sûr, on peut punir, on peut surveiller, il faut contrôler, évidemment, il en faut. Mais
Vous savez, souvent quand il y a un accident avec une personne qui n'a pas de permis, ben, elle est souvent avec un taux d'alcoolémie supérieur ou avec de la drogue ou sans assurance. Voilà, il y a souvent des facteurs supplémentaires qui se rajoutent. Hein. Donc voilà, et ce sont malheureusement un petit peu toujours les mêmes types de populations. Le problème, c'est qu'il faut éviter qu'il y ait ces accidents. Donc nous, ce qu'on préconise depuis très longtemps, c'est l'éducation, la formation, la communication, le dire, le répéter, dire que il faut respecter des distances de sécurité, qu'il faut pas boire, qu'il faut pas prendre de drogue. Ça paraît évident, mais il faut absolument communiquer. Et le mieux, c'est quand même non pas de punir, mais qu'il n'y ait pas d'accident, que les gens soient conscients. Vous savez, je viens de faire, pour la petite histoire, je suis en vacances, là, je t'appelle de Groningen, vous voyez, des Pays-Bas. Pour la petite histoire, j'ai fait 5-6 000 kilomètres dans toute l'Europe, et, pardon, excusez-moi, on s'aperçoit que quand on conduit dans d'autres pays, peut-être, et c'est peut-être un peu moins le cas en France, les distances de sécurité sont beaucoup plus respectées et on se sent beaucoup plus en sécurité. Donc voilà, c'est on sent que vous êtes en Europe du Nord, si je peux me permettre, mon cher Yves Carat, parce que personnellement, j'en viens de l'Europe du Sud. Ça m'a donné de mauvaises habitudes par moment en retour en France. C'est pas tout à fait pareil. Oui, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la Suède, j'ai fait le Danemark, ça vous risquez rien, avec ma voiture. Voilà. C'est vrai que c'est mieux. Donc voilà, plutôt que de punir, de faire une répression, et il en faut bien évidemment du contrôle, c'est de la prévention. Alors on va aller un petit peu dans le détail. On va aller un petit peu dans le détail d'ailleurs de cette énumération de vies brisées, on va le dire comme ça plutôt que de chiffres. Et on va aller dans ce détail-là parce que ça m'a frappé. 82 usagers de 2 roues motorisés, donc motards, scooters, sont morts rien qu'au mois de mai. 82. C'est 19 de plus qu'au mois de mai de l'année d'avant. Comment on explique ça ? Alors, on l'explique pas malheureusement, comme je vous le disais, mais vous savez, le 2 roues motorisé, et je suis motard et depuis toujours, et j'ai eu un très grave accident en moto, donc je peux en parler, et à 90% c'est de ma faute parce que je n'étais pas assez attentif. Les motos, c'est 1% des véhicules qui circulent en France, 25% des morts. Voilà. Quand on a dit ce chiffre, évidemment, qu'en 2 roues, on est moins protégé. Et évidemment, qu'il faut redoubler d'attention. Vous savez, quand on arrive à un carrefour, quand on est en moto, même quand on a la priorité, on met les mains sur les freins et on regarde de partout et on n'a pas la priorité. Parce que s'il y en a qui doivent se retrouver à l'hôpital, ce sera le motard et pas l'autocycle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au carrefour, le motard, intériorise le fait que de toute façon, l'automobiliste ne fera pas attention à lui ? Non, oui, quelque part. On doit avoir des yeux. Franchement, en moto, on doit avoir des yeux partout. Enfin, là, puisqu'on parle de la moto en particulier, mais c'est vrai aussi pour le vélo. Hein. Vous savez, quand vous êtes à 30 ou 40 km/h, vous pouvez blesser quelqu'un. Mais on peut en parler à Paris. On parle de la moto. Oui, bien sûr. Mais voilà, quand on est sur une moto, tout est dangereux tout le temps, en permanence. Et quand on a la priorité, moi dans ma tête, j'ai pas la priorité. J'ai les mains sur les freins parce que la personne qui est dans la voiture en face, qu'est-ce que vous en savez qu'elle va s'arrêter, peut-être qu'elle va tourner la tête peut-être qu'elle vous a pas vu. Avec aussi un autre effet pervers d'ailleurs de ce qui fait la beauté de la moto, c'est que la moto est tellement puissante et rapide qu'elle peut arriver très rapidement et donc a plus de chances de surprendre l'automobiliste, même si c'est à lui de s'informer de ce qu'il y a autour de lui. Samuel Botton. Tout à fait. Il y a aussi ça aussi. Votre expérience de passager, par exemple, qu'est-ce que ça vous dit de la sécurité routière ? Mon expérience de cycliste, je me retrouve à 100% dans ce qui a été décrit par Monsieur Carat, où effectivement il y a toujours cette appréhension, le fait aussi que quand on est sur un vélo ou une moto, on est conscient qu'on ne pèse pas lourd en face d'une voiture, même une Clio ou une Twingo. Et après, rebondir sur ce que vous disiez, sur la question de la prévention, c'est-à-dire je pense que le rôle des autorités, c'est de tendre un maximum vers le risque zéro et on pourra difficilement faire plus. Après, il y a peut-être une manière de mettre les pieds dans le plat et au moins d'agir sur certains mots qui mènent à ce nombre de morts. Et jusque-là, je n'ai entendu personne s'emparer de ce sujet, mais quand est-ce qu'on va interdire définitivement l'alcool au volant ? C'est-à-dire aujourd'hui, le simple fait qu'on puisse conduire avec un certain seuil d'alcool dans le sang, ça me dépasse totalement. 0,25 quand on parle de stupéfiants, là, tout de suite, c'est non. C'est-à-dire, on n'est pas du tout sur le même traitement. Les deux doivent être considérés à traitement égal. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et je me demande quand est-ce que personnes comme vous ou d'autres vont enfin s'emparer de ce sujet et qu'on va arriver à une tolérance zéro de ce point de vue-là. Je suis totalement d'accord. Yves Carat. Ouais. En Angleterre, justement, ils sont en train de revoir en profondeur leur législation sur le droit de conduire avec un taux d'alcoolémie, sur pas mal de choses. C'est certainement une réflexion qui a eu lieu déjà dans d'autres pays et qui va avoir certainement lieu en France. On peut le penser dans les années qui viennent, oui, pourquoi pas.
Anthony Martin-Smith. Il n'y a pas que la question de l'alcoolémie et des stupéfiants, ça c'est un gros sujet, c'est une grosse part de la question. Mais ce que vient de nous dire Yves Carrard, il y a aussi la question de être attentif. Vous savez, moi je suis non-voyant. Quand je traverse la route, je regarde pas le feu rouge ou le feu vert. Par contre, je constate qu'autour de moi, tout le monde me dit allez-y, vous pouvez traverser. Heureusement que je vous écoute pas, parce que par moment les voitures ne regardent pas s'il y a des piétons. Donc moi, par contre, les voitures, je suis attentif, je les écoute, je les entends de loin. Et donc j'apprends même à ma fille à écouter et à analyser son environnement, parce qu'il n'y a que ça réellement sur quoi on peut réellement compter pour se protéger. Alors, et c'est pareil en voiture. Chose importante aussi, Yves Carrard, parce que maintenant on n'est plus tout jeune, ni vous, ni moi, ni nous tous autour de cette table. On se souvient tous de l'année 1995, Jacques Chirac élu président de la République. En 95, il y avait 8412 morts sur une année sur la route en France. Aujourd'hui, et c'est une tendance assez globale, c'est autour, malheureusement c'est toujours trop, de 3000 victimes. Ça veut dire quand même que les pratiques ont changé. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a beaucoup moins? C'est la multiplication des radars? C'est la sécurisation des véhicules? C'est d'abord la sécurisation des véhicules, il faut le dire. Parce que vous avez le même accident avec un véhicule des années 70 et avec un véhicule de 2025 moderne. Dans les années 70, vous avez 6 mois d'hôpital. En 2025, il y a de grandes chances que vous rentriez chez vous le soir. Donc oui, les véhicules ont fait énormément de progrès avec l'airbag, avec les crash tests, qui ont été mis en place d'ailleurs par les automobiles clubs européens. Donc oui, et puis il y a aussi toutes les routes. On a fait. C'est vrai que les ronds-points c'est pénible, mais ça casse la vitesse. Oui. Donc c'est aussi toute l'infrastructure qui a progressé. Et puis oui. La sensibilisation aussi. La sensibilisation, effectivement, là, il y a tout. C'est multifactoriel. Et pour la baisse des accidents, donc c'est multifactoriel et il faut continuer. Oui, il faut continuer de toute façon, mais c'est vrai que moi j'appartiens à la génération c'est qui Sam, celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas, c'est Sam, c'était à la télé tout le temps, et on était notamment à la campagne, dans chaque classe d'âge au collège, il y en a au moins un ou une qui est morte sur la route en venant de boîte de nuit, parce que c'était encore un fléau à l'époque. La ceinture de sécurité à l'époque. La ceinture de sécurité c'est une base, c'est-à-dire non mais c'est devenu une base, pardon Samuel Botton, Yves Carrard, c'était une base il y a 30 ans? Non, il y a 30 ans ça l'était pas. Moi j'avais 5 ans, c'était pas la base. Alors la ceinture de sécurité, d'ailleurs la ceinture de sécurité 3 points a été inventée dans les années 50 par la marque Volvo. J'ai visité le monde de Volvo à Göteborg, c'est pour ça que je peux vous en parler. Bon. C'est intéressant. Non, la ceinture de sécurité quand on l'a rendue obligatoire, et ça a été un tollé. D'abord ça a été hors agglomération et juste à l'avant, ensuite en agglomération aussi, et puis ensuite non mais au début personne n'en voulait, ça a sauvé des centaines de millions de vies, évité des accidents graves. Ouais, bien sûr, ça fait partie un petit peu des choses incontournables, mais vous savez, il y a encore pas mal d'accidents graves à cause des gens qui ne mettent pas leur ceinture. C'est fou quand même qu'en 2025, il n'y ait pas le réflexe automatique de mettre la ceinture. Donc là aussi, vous savez, c'est jamais gagné. On dit, bah oui, tout le monde met la ceinture. Non, faut encore dire, dès que vous montez dans votre voiture, vous mettez la ceinture. Allez, en tout cas, soyez tous prudents, vous qui êtes sur la route, très nombreux demain pour le week-end du 15 août, ou même ce soir, qui nous écoutez de la route également, parce qu'il faut être prudent. D'abord, même si vous ne l'êtes pas, sachez qu'il y aura beaucoup de contrôles. C'est ce que les autorités ont annoncé sur l'autoroute. Voilà, c'est la fin de ce débat. Merci beaucoup Yves Carrard. Avec grand plaisir. Et vous savez, on parle des contrôles, de la peur. La première peur qu'on doit avoir, c'est de se retrouver à l'hôpital et de ne pas rentrer chez soi. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir tout ça, être conscient. Et que 9 fois sur 10, c'est à cause du conducteur. Donc restez concentrés, gardez les deux mains sur le volant, regardez devant vous. Si vous êtes fatigué, vous vous arrêtez. Et distance de sécurité. Et avec ça, on est déjà pas mal. Voilà, exactement. Sachez que Bison Futé annonce que demain, samedi 16 août, sera la journée la plus circulée de tout le week-end dans le sens des départs. Classé orange au niveau national, ce sera donc difficile. Et il y aura énormément de difficultés, notamment dans le sud-est, autour de Lyon et en Île-de-France. Merci à nos vraies voix, Anthony Martin.